Oh, bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, clochez, tout ça, tout ça. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu de quelques monstres et de créatures que j'aime bien. Ils me plaisent, voilà, j'ai envie de causer un peu de cela. Ils sont pas encore illustrés dans l'artbook, malheureusement. Donc je veux dire dans le style avec coloré, la page déjà mise en page, tout ça, le texte. Donc je vais vous montrer uniquement des dessins noirs et blancs dans mes romans, parce que je rappelle encore une fois, les romans sont illustrés. Il y a des dessins noirs et blancs, entre 15 et 30 selon le tome. Le monde des royaumes démoniaques est peuplé de monstres, de créatures. La vie sauvage y est très présente dans les romans. Il n'est pas rare que les voyageurs rencontrent un monstre en chemin et doivent défendre leur vie ou tout simplement abandonner leur chariot, leurs marchandises, tous les objets qu'ils ont sur eux pour distraire l'individu et se sauver. Il y a aussi parfois des expéditions organisées par les humains ou les elfes principalement pour exterminer un nid de monstres qui embête la population locale. Et tout simplement, parfois, ils sont juste utilisés pour la guerre. Enfin, il y a aussi des créatures qui font partie du folklore et les légendes, les mythes et tout ça, mais c'est des monstres dont on ne sait pas vraiment s'ils existent ou non. Par exemple, le Yorbidikis dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, on ne sait pas. Faut dire que le monde a changé à plusieurs occasions, il y a eu des guerres, des conflits, il y a eu des peuples entiers qui ont migré d'une place à une autre, ou alors ils ont presque été exterminés, donc il est normal que la faune en fait suive cette évolution et parfois certaines choses disparaissent ou se cachent. Commençons par un grand classique des univers imaginaires, le loup-garou, plus précisément le lycanthrope dont il est parlé dans mes bouquins. Le lycanthrope est un monstre changeur de forme, il a plusieurs apparences, il y en a eu 3 jusqu'à présent qui ont été observées. La première c'est celle du monstre anthropomorphé, mais clairement canidé, donc 2 pattes, poilu, grosses dents, mâchoire, tout ça. Il y a celle du grand loup, c'est-à-dire un loup, un chien classique, normal, mais bien plus gros que la normale, donc c'est pas net. Et enfin la troisième forte, celle de l'humain. Il y a aussi des légendes qui parlent d'autres apparences, celle par exemple d'un monstre horrifique totalement méconnaissable, doté de tentacules, de dents et d'yeux totalement innombrables, mais encore une fois, aucune base solide, c'est que des rumeurs et principalement des dires de quelqu'un de taré. Les lycanthropes sont nombreux, ils sont presque communs en fait. Ils sont aussi très mal considérés par les populations humaines ou elfes dont ils font partie. Dès lors que quelqu'un est suspecté d'être un lycanthrope, il sera pratiquement instantanément ostracisé, pour pas dire chassé, conduit à l'échafaud ou passé sous la guillotine. La méthode française. Ceux qui tiennent à leur vie se cantonnent à des lieux où la civilisation n'a pas sa place, comme par exemple la grande forêt de Mjaltour. C'est là l'endroit où ils préfèrent se rendre, car la vie y est sauvage, personne viendra les emmerder là-bas. Seule la loi du plus fort compte, ils n'ont pas à se préoccuper d'autre chose que de leur survie, parce que pour eux, apparemment, c'est largement préférable à juste constamment devoir être aux aguets, savoir qui va les remarquer, qui va les dénoncer, qui va dire « ok, c'est un loup-garou, machin quand c'est la vie en société. Donc pour eux, la vie sauvage, c'est mieux. En second, on a les phénix, c'est des animaux complètement mythiques, certains savent ce qu'ils sont, ils savent ce que c'est et compagnie, d'autres, ils ont entendu parler de ça, mais ils sont pas sûrs si c'est vrai ou pas. Les phénix, c'est un peu comme une religion. Il y en a qui croient et sont convaincus, et d'autres non. Les phénix, en fait, sont un espèce d'entre-deux où seuls les érudits et ceux qui connaissent vraiment les secrets de ce monde peuvent affirmer leur existence. C'est des entités cosmiques qui voyagent en fait avec les âmes des vivants à travers les mondes et les dimensions. Pour être plus précis, ils voyagent en fait via l'interdimension. C'est un espace entre les dimensions, comme son nom le précise, et entre les mondes, où la vie elle-même est proscrite. Ça n'existe pas, mais dedans, il y a des créatures et des monstres qui défient les lois de la nature et de la physique, et les oiseaux célestes, en fait, ils ont la charge de s'assurer qu'aucune de ces abominations ne s'échappe de cet endroit, quand ils voyagent en tout cas. Dans le monde réel, en fait, c'est des corbeaux. Enfin, ils ont l'apparence de corbeaux, légèrement nuancés, mais personne ne peut remarquer la différence. Cela dit, ceux qui ont le don de voyance ou qui sont extrêmement proches de la magie et des savoirs de l'univers et compagnie, ils peuvent discerner leur véritable apparence en espèce de filigrane en fait. C'est comme s'ils voyaient double. C'est un espèce de calque superposé au corbeau et ils voient les traits, les formes, les contours, etc. Ils disent ok, toi t'es pas vraiment un corbeau, enfin il y a un truc autour de toi là, c'est chelou. Nul ne sait réellement d'où ils viennent ou vers qui leur loyauté vont en fait. Ils font que voyager avec les âmes des vivants. Ils apparaissent, ils chopent l'âme et puis ils se cassent. Comment, pourquoi, petit, personne ne le sait réellement. Même la grande araignée taurois ne connaît pas toutes les réponses à ces questions. D'ailleurs, personne n'est au courant pour l'interdimension ou le fait qu'ils ont une responsabilité envers ça, etc. Même taurois, elle sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que le pouvoir est grand, très grand, et que le monde, vaut mieux qu'il respecte et révère un peu les phénix, parce que c'est des entités qui, manifestement, ont un rôle très important à jouer dans ce monde. Alors, vous vouliez voir les dragons? Vous aimez les dragons? Vous faites partie de ces gens qui kiffent les gros lézards? Ça tombe bien, moi aussi. Donc rassurez-vous, il y en aura. Dans mon univers, les dragons, c'est des entités d'une puissance
potentiellement sans limite. C'est les big boss quasiment. C'est des êtres immortels, extrêmement intelligents, et ils passent leur temps à réfléchir à des problèmes, des espèces de puzzles mentaux, des énigmes et des choses comme ça. Ils kiffent ça, ils kiffent la connaissance, la savoir, résoudre des problèmes. Ils mangent s'ils en sentent l'envie, parce que le besoin il y est pas en fait, et c'est pareil pour la soif. Voilà, si ça leur chante. Par contre, ils ont une tendance à vouloir dormir. C'est un besoin qui les appelle constamment. Ils doivent sans répit combattre cette tentation pour ne pas juste pioncer à jamais. Et c'est pas de la paresse, hein, c'est vraiment genre leur corps, limite, il est pas prévu pour vivre ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a un délire autour du sommeil, c'est genre, si on les laisse faire, s'ils feraient vraiment tout ce qu'ils voulaient non-stop, c'est dodo. Très peu de personnes ont vu des dragons en vie, à l'exception des elfes, parce que ils ont une espérance de vie très élevée, et pratiquement personne à part eux a pu en voir. Les populations savent ou pensent que les dragons existent, mais encore une fois, ouais, il y a eu tellement de décennies qui se sont passées depuis la dernière fois qu'un dragon était aperçu que c'est genre le grand-père, il dit « Ouais, de mon temps, les dragons, machin... » Oui, papy, va dodo, c'est c'est devenu presque comme ça. Selon certaines sources, les dragons sont en guerre contre les créateurs de ce monde, et du coup, les dragons restent entre eux, ils sont rassemblés à une espèce d'endroit caché, et réfléchissent à la meilleure marche à suivre pour combattre ces entités. La raison de cette opposition entre eux et les créateurs, cependant, est inconnue. À l'exception encore d'une grosse araignée qui a quelques petites infos. Et pour terminer cette vidéo, parlons d'un peuple, les Yammar, qui sont aussi connus sous le nom de nains. Alors oui, il y a eu les dragons, c'est techniquement un peuple et tout ça, mais c'est pas vraiment une civilisation et tout, enfin, vous voyez ce que je veux dire. D'abord, pourquoi les Yammar? En vérité, il s'agit d'un changement de nom effectué par un roi nain peu avant la Grande Guerre qui se termina à l'an 0 de leur calendrier. C'est-à-dire que il a décidé de changer le nom des nains en Yammar, puis juste après, il y a eu la guerre, enfin c'est pratiquement la raison de la guerre en fait, le changement de nom, mais soit. Donc il y a eu la guerre s'est arrêtée, et puis ils ont dit, ok, c'est à ce moment-là, quand la guerre est finie, qu'on met le blanc 0. Voilà. Maintenant on compte à partir de là, ok? Ok. Ils ont décidé en fait de combattre les dieux et de conquérir le monde entier, un peu mégalomane classique, et donc il a changé le nom de son peuple en mode de... C'est un peu pour marquer le coup, c'est genre voilà, maintenant hein, on décide, c'est nous les patrons. Le roi nain de cette époque, il s'approchait de plus en plus de la technologie et de la science démoniaque, notamment via les alchimistes qui étaient déjà présents chez les Gigars à cette époque, même s'ils étaient beaucoup plus cachés, c'est pas comme c'est devenu après. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les nains comprirent, parce que même les nains normaux, à ce moment-là, ils voyaient les alchimistes et les connaissances, ils disaient « Ouh, c'est pas très net, ça, c'est... » Les nains sont un peu très reclus, ils vivent à l'ouest de la chaîne de la montagne de la pénitence. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont décidé le nom de cette chaîne de montagne, parce que ils envoyaient, en fait, et ils le font toujours, même si c'est beaucoup moins, ils envoient leurs prisonniers ou les gens qui sont condamnés à mort, enfin les mecs qui ont fait les pires trucs possibles. Ils les laissent une chance, en fait, via l'exil, et ils leur balancent dans la chaîne de montagne, ils disent voilà, traverse, si tu survis, ben voilà, tu auras expié tes péchés et tout, donc tu as le droit de vivre, mais la chance de survie est très basse. Très doués avec la technologie et la science, les nains vivent dans une partie du monde peu vivable, c'est de la merde en fait. En effet, il pleut très souvent, pour pas dire quasiment tout le temps en fait, les accalmies et le soleil, etc. c'est rare, il y a pratiquement pas ou presque. Et donc ils ont rapidement décidé de s'abriter, notamment sous terre, parce qu'il y a peu en fait de matières premières et de matériel et tout ça pour construire quelque chose à la surface. Du coup, ils découvrirent les richesses cachées sous la terre et prirent l'habitude d'y rester. Il n'y a pratiquement rien qui pousse ou vit dans leur continent, à l'exception de ce que les Yammar ont fait sous terre, mais voilà, ça compte pas ça. Il n'y a que de la boue ou de la pierre à perte de vue. En tout cas à la surface, dans le continent, vous regardez partout, il n'y a rien, c'est de la boue, de la terre, du sol dégueulasse, il pleut en plus, et blablabla. Toroi, l'araignée géante, en fait, elle aida un nain un jour qui avait une roue cassée sur son chariot, il se baladait et tout ça, et suite à cet événement, Toroi fut considéré petit à petit comme une déesse par la population, et ainsi lentement et sûrement se fonda le culte de l'araignée qui propulsa complètement la civilisation naine comme une des plus prospères et plus riches qui soit dans le monde entier. La suite de leur relation entre Toroi et les nains, par contre, fut pas si joyeuse, mais ça c'est une autre histoire. Allez, au revoir Internet. Mouah.